c'est pas 2 fois. Donc pour lui, quand il urine 6 fois par jour, il vous dit et c'est un drame pour lui, alors que maintenant il ne le fait plus. Là, c'est un drame. Donc il faut, ce catalogue pictionnel va permettre de poser ce genre de problème et donc d'écarter les fausses pollakiures. Donc il faut savoir qu'en 2012, le comité des troubles mictionnels de l'Association française d'urologie a donné quelques recommandations sur les bonnes pratiques pour faire le diagnostic et le suivi et le traitement d'une hyperplasie bénigne de prostate. Il y a eu tellement de cafouillages, tellement d'industries pharmaceutiques qui se chamaillent les unes contre les autres. Il y a eu tellement de problèmes que parfois on a oublié comment prendre en charge correctement un patient en fonction de ses symptômes. On ne peut pas faire une feuille de route commune à toutes les hypertrophies bénignes de prostate, parce que chacune va parler un langage. Et c'est ce langage qu'on a essayé de décortiquer en 3 phases. Une phase de remplissage, une phase mictionnelle et une phase post-mictionnelle. Et qui va permettre de comprendre et donc de cibler le traitement par la suite. Tout d'abord, dans le bilan initial, voilà ce qu'il y a. Un interrogatoire qui va déterminer, le but est d'éliminer une autre cause, autre que l'hyperplasie bénigne de prostate, et on a dit qu'il y avait une multitude de diagnostics qui pouvaient entraîner ces symptômes. Évaluer la gravité de la gêne et rechercher un diabète, un Parkinson, autres maladies neurologiques qui peuvent rajouter la composante neurologique à la vessie. Parce que les Parkinsoniens, on ne peut pas les prendre en charge et les traiter pour une hyperplasie bénigne de prostate comme quelqu'un qui n'a pas de Parkinson. C'est complètement différent. L'examen physique est très important, c'est le toucher rectal. Et il permet donc de voir la prostate comment elle est. Maintenant, si elle est suspecte, il faut faire des biopsies par la suite. Et là, on ne peut pas, la plupart ne font pas le toucher rectal, il faut le dire. C'est très important de le faire et on ne peut pas l'éliminer parce que c'est, si vous voulez, c'est une recommandation internationale. Et celui qui ne le fait pas, c'est très simple. C'est qu'il n'a pas donné toutes les possibilités à son malade pour le prendre en charge correctement. Donc, et à chacun sa conscience. L'examen des organes génitaux, la présence en suspubien d'une masse concave, etc., donc en rapport avec le globe vésical, l'examen neurologique en cas de suspicion de vessie neurogène, on doit le demander. Si on ne sait pas le faire, c'est pas grave, mais on doit le demander chez un neurologue. Et donc le toucher qui va apprécier la consistance de cette prostate. Parmi le bilan initial, vous avez le PSA sérique qui va renseigner, donc qui est en corrélation avec le volume de la prostate. Le PSA avant, pour nous, c'était PSA égale cancer de prostate. Plus de 4 nanogrammes, il faut faire des biopsies. Qu'il y ait ou non une anomalie au toucher rectal. C'est très important. Mais par la suite, on a compris qu'il peut, parce que quand on prend 4 nanogrammes, c'est en rapport avec un poids prostatique de 40 cc, 40 ml ou 40 grammes à peu près. Bon, mais il peut varier en fonction du poids de la prostate. Et c'est pour ça que les données actuelles, on prend plus la vélocité, on prend plus ce qu'on appelle la densité. Et cette densité, elle va prendre en considération le PSA sérique au niveau du sang par rapport au volume de la prostate. Vous voyez ici, donc 0,3 nanogrammes pour 10 cc de tissu, donc 10 cc de tissu d'hyperplasie bénigne de prostate, sécrète 0,3 nanogrammes par ml. Le cancer, regardez, 3,5. C'est pour ça que le PSA augmente. 3,5 cc par 1 cc de cancer. Donc on voit très bien la différence entre les deux et de taille.
Et c'est vrai que le PSA n'est pas un marqueur tumoral, mais c'est un marqueur d'organe. Donc il peut aider vers Donc il faut savoir que l'étude, il y a une étude d'Antops qui est très importante en matière d'hyperplasie prostatique et qui dit que le PSA initial de 1,6 nanogramme est prédictif d'un risque de survenue de retention aiguë d'urine ou bien de chirurgie de l'hypertrophie de la prostate. Le CBT sur urine et la cytologie. Le diagnostic différentiel, donc en cas d'infection, les prostatites, les cystites, les hématuries en cas de tumeur de vessie, la bandelette urinaire peut dispenser d'un ECV. Donc en première ligne, c'est la bandelette urinaire. Quand elle est positive, il faut demander un ECV. Quand elle n'est pas positive, à ce moment-là, on exclut à 95% l'infection urinaire. Et la cytopathologie, bien sûr, c'est surtout quand on suspecte la présence, surtout chez les grands fumeurs, on suspecte la présence aussi d'une tumeur de vessie et qui n'est pas visible au niveau de l'échographie ou à l'examen cystoscopique. À ce moment-là, on est en mesure de demander une cytopathologie urinaire à la recherche d'un carcinome in situ de la vessie. L'échographie, donc vous voyez, soit par voie transrectale, mais le plus souvent se fait par voie sous-pubienne, il va évaluer le volume de la prostate. Et là, vessie pleine, on pose la sonde, on va calculer les 3 dimensions, on multiplie par 0,55 et on aura le volume de la prostate. Il y a une notion aussi très importante dans le volume, c'est ce qui, le lobe médian, quand il vient, il sort au niveau de la lumière vésicale. C'est ce qu'on appelle l'index de protrusion de la prostate. Et cette distance, quand on la calcule, elle est prédictive et c'est un très bon indicateur de l'obstruction sous-vésicale. Plus il augmente, plus il va y avoir une obstruction sous-vésicale qui peut aboutir à la retention aiguë d'urine. Par la suite, le bilan urodynamique. Donc, on a l'examen, l'interrogatoire, nos scores, surtout l'IPSS, on a l'échographie, on va calculer le volume prostatique, le volume vésical, on demande au patient d'uriner, il revient, on va voir combien il lui reste à l'intérieur de la vessie, et on termine par le bilan uromanométrique. La débimétrie plutôt, pardon. La débimétrie, ce n'est pas le bilan uromanométrique, ça, c'est un appareil qui ne coûte pas très très cher et qui permet d'apprécier combien il y a de millimètres par seconde qui s'écoule. Et il y a une norme. Quand c'est supérieur à 15 millilitres, c'est la norme. Quand c'est moins de 15 millilitres par seconde, ça veut dire qu'il y a une obstruction. L'avantage de pourquoi se débimétrer, parce que parfois il y a certains patients qui vous disent, vous allez faire l'échographie, vous trouvez une vessie pleine, 350 millilitres à l'intérieur de la vessie. On demande au patient d'aller uriner, de revenir. Il va uriner, il revient, on met la sonde, il ne reste pas, la vessie est. Pour nous, c'est une bonne vidage. Il n'y a pas eu de résidu post-miction. Mais on n'a pas une idée sur la durée qu'il a passée dans les toilettes pour évacuer le contenu de ses urines. Donc, soit il est parti, il a uriné normalement, une miction normale, il est revenu, il n'y a pas de résidu. Soit pendant 10 minutes en train de pousser pour essayer de chasser le contenu de sa vessie. Et à ce moment-là, c'est en rapport surtout avec les sténoses urétrales. Ils sont très usuriques. Et là, on aura un tracé plat. Quand il urine, dans le débitmètre, on aura un tracé plat. Et ce tracé va témoigner de l'existence de la sténose urétrale. Et c'est pour ça que c'est devenu un examen indispensable pour qu'on puisse évaluer l'obstruction sous-vésicale. Finalement, donc l'algorithme, c'est l'interrogatoire à l'examen clinique, un score, un catalogue mictionnel, le CB s'il y a la suspicion d'une infection, la biologie, c'est le PSA, bien sûr, on doit le faire, une fonction rénale, l'imagerie médicale, c'est l'échographie, et la débimétrie. Le bilan urodynamique ne sera demandé que quand il y a une suspicion de vessie neurologique,
d'hyperactivité vésicale, d'autres choses. Ça veut dire qu'on n'est pas convaincu et à ce moment-là, on demande. Et par la suite, ça aboutit au traitement. Là, c'est la même chose, c'est l'EAU, l'Association européenne d'urologie, c'est la même chose, donc elle aboutit, c'est les mêmes recommandations, donc on a les mêmes, l'évaluation des SPO, ainsi de suite, l'examen physique touché rectal, et l'échographie, etc. Vous voyez l'échographie à ce niveau-là, l'uromanométrie, et surtout le bladder diary, c'est, si vous voulez, le calcul du post-mictionnel. Ils ont un appareil qui calcule directement. Donc, et limite, ce n'est pas une échographie comme une échographie. Donc, c'est un appareil qui calcule directement le résidu post-mictionnel. Des complications, donc, quand le score est supérieur à 19, quand le malade fait des symptômes vraiment sévères, à ce moment-là, il peut donner des complications. Et ces complications sont quoi? Sont représentées par la rétention aiguë du rhume, qui est bruyante, et là, elle peut être due aux médicaments, au décours d'une intervention chirurgicale, surtout quand on voit les patients à cet âge-là font beaucoup de cataractes ou des problèmes ophtalmologiques. Et généralement, à l'utilisation de l'atropine, ils peuvent entraîner une retention aiguë du rhume. Anesthésie récente, une infection urinaire ou une constipation. Et on aura bon, un globe vésical bruyant et il faut soulager le malade avec la mise en place du sang. La retention urinaire chronique, ça c'est encore plus grave parce qu'elle évolue à bas bruit. Le patient va s'habituer à cette retention qui va retentir de façon très néfaste sur les reins. Et c'est à ce moment-là qu'on verra des insuffisances rénales chroniques. Il y a l'infection urinaire et le calcul vésical, c'est très très important parce qu'il y a des urines qui stagnent, donc il va y avoir une augmentation des cristaux et à ce moment-là, ça favorise la formation des calculs. Et l'hyperactivité vésicale, certains auteurs donc, ont noté une instabilité vésicale lors de l'hyperplasie bénigne de prostate. Avec cette hyperactivité, vous allez le sentir, le patient vous dit j'urine fréquemment, je me lève 10 à 15 fois, la nuit je ne dors plus, et la journée aussi. Donc quand ça s'étale sur les 24 heures, ça retentit vraiment sur l'état général et la qualité de vie du patient. Là, on a terminé un petit peu avec le volet diagnostic, qui est très très important. Donc ce qu'on retient, c'est l'essai clinique, les SPO, phase de remplissage, phase mictionnelle, post-mictionnelle. Vous avez le bilan, l'interrogatoire, l'examen clinique, très simple, les scores, par la suite l'échographie et la débimétrie. Et là, on aurait bouclé l'évaluation initiale de cette prostate. Et après cette évaluation, celui-là présente des signes vraiment légers. À ce moment-là, un suivi médical est suffisant. L'autre, à l'extrême, il fait de la retention et tout. C'est plus pour un traitement d'emblée chirurgical. Donc, on ne va même pas insister sur des prescriptions médicamenteuses devant ce patient. Et d'ailleurs, ces patients, quand on leur prescrit des médicaments, c'est